cours en formation à distance à la direction de la formation continue et au service aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières. Elle occupe maintenant un poste de conseillère pédagogique spécialisée en formation à distance et en technologie au Cégep de Trois-Rivières. Elle est impliquée dans le Carrefour numérique ainsi qu'au laboratoire d'innovation du collège. Et elle est membre aussi, elle fait partie du conseil d'administration du REFAD. Est-ce que tu es présidente, c'est ça, Kim? Oui, parfait, du conseil d'administration du REFAD. Quant à Ryan, que je connais depuis de nombreuses années, Ryan a rejoint le Cégep à distance en 2006. Ton premier mandat, Ryan, a été d'implanter un secteur anglophone qui n'existait pas à l'époque au Cégep à distance. Et à titre de conseiller pédagogique, il a veillé à la gestion du développement de l'offre de cours anglophones, tout en remplissant de nombreux mandats de services conseils en formation à distance dans le réseau collégial québécois. Tu as été aussi de nombreuses années là, impliqué là, chez ProfWeb. Ryan s'implique maintenant activement à la DTE, un organisme qui voit à promouvoir le recours aux logiciels libres en éducation et en apprentissage. Alors, je laisse la parole à mes deux collègues. Vous pourrez, probablement qu'ils vous le diront, mais vous placez donc vos questions dans le module Q&R et on pourra y répondre à la fin du webinaire tel que convenu avec les conférenciers. Bon webinaire tout le monde. Pourrais-tu activer ton micro, Kim? On ne t'entend pas. Ben oui, cordonnier mal chaussé. Bonjour tout le monde, merci Nicole. Ryan, je vais partager mon écran. Donc voilà, le document devrait déjà apparaître. C'est bon. Donc, merci tout le monde de votre participation en grand nombre. Là. On est vraiment contents. On veut aussi remercier la QPC là, pour l'opportunité de présenter notre projet. Dans le fond, dans un environnement en changement, les nouvelles méthodes pédagogiques, les parcours atypiques des étudiants, le numérique et surtout la dernière année qu'on a eue, ça modifie beaucoup la réalité des collèges. Donc, on a apporté là, dans ce projet-ci une attention toute particulière à l'utilisation des cellulaires et des appareils mobiles. Donc, on va vous décrire par étape le projet, les différentes étapes qu'on a passées, les différentes conclusions aussi qu'on a, à laquelle le groupe de travail en est venu. Puis, on se présentera aussi après là, le module 1 de la formation que l'équipe Pratique FAD a développé. Donc, Ryan, je te passe la POC. Merci, Kim. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous parler de nos projets grâce à l'appui financier. J'ai perdu. Merci. Grâce à l'appui financier du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada par le Fonds de partenariat au collégial volet de développement pan-canadien. Nous sommes très reconnaissants de l'appui du RCCFC depuis plusieurs années déjà pour nos deux projets Pratique FAD. Je profite aussi de mon temps de micro pour saluer mes collègues du Cégep à distance, mes anciennes collègues de ProfWeb qui sont là aujourd'hui, les Reptiques, nombreuses Reptiques et plusieurs membres du réseau Adaptec, le réseau Adaptec qui fait beaucoup de recherches avec les cellulaires en ce moment. Ils ont sûrement des études intéressantes à nous partager. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Kim. On va passer, on a déjà fait nos biographies. Donc, vous voyez, on a un ordre de jour assez ambitieux aujourd'hui. On va faire la définition, c'est quoi l'AM apprentissage, expliquer les étapes de nos projets, de notre projet actuel en M apprentissage. On va parler de certains enjeux reliés au M apprentissage. On va parler de la conception pédagogique de nos 4 modules dans ce projet. On va parler de l'approche non linéaire de l'apprentissage. On va parler des technologies qu'on a utilisées, puis quelques pépins qu'on a rencontrés en cours de route. On va parler de nos étapes de production, en fait, le book de production de notre contenu, vous présenter un petit échantillon d'1 minute et demie à peu près. Et on va tenter de répondre à vos questions à la fin de cette présentation.
Donc, on ira avec un débit un peu rapide, mais je crois que la QPC vous rend le diaporama en format PDF, donc vous pouvez consulter une copie plus tard. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes à chaque page. Ça va aller assez rondement. Merci. À la prochaine page. Et je crois que c'est à toi, Kim. Ouais, effectivement, c'est à moi. Donc, oui, on va y aller assez rondement parce que, comme moi et Ryan, on disait, notre défi, c'est quand on parle de choses qui nous passionnent, il faut qu'on se retienne des fois, mais on veut vraiment passer à travers toutes les étapes là, puis toute l'information qu'on a préparée pour vous. Donc, tout d'abord, on voulait vous faire quand même une introduction sur le projet en bref, parce que là, on parle de M-apprentissage, mais il y a toute une équipe aussi là, en arrière de tout ça, et il y a déjà eu d'autres étapes. D'ailleurs, je salue, je pense, je l'ai vu tantôt, là, Simon Brien de Cégep à distance qui était là tantôt, et je le salue parce qu'il a fait partie de l'aventure de Pratique FAD dès le début. Donc, évidemment, là, comme je disais, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui ne se fait pas seul. Moi et Ryan, on est le porte-parole de la belle équipe que vous voyez là. Donc, rapidement, là, Pratique FAD en fait pour le projet actuel sur le M-apprentissage. C'est 5 partenaires, 3 provinces différentes. Donc, Québec, Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick. Donc, on a 4 établissements d'enseignement et le bailleur de fonds principal, c'est le RCCFC qui est environ 50% du budget. Donc, si on commence vers la gauche, ben oui, Ryan est là. On va aller tout de suite à droite. On a en Gaspésie, au Cégep de la Gaspésie, Martin Claveau, qui est conseiller pédagogique FAD. On a au Collège Éducacentre à Vancouver, Julien Capraro, qui est conseiller en technopédagogie. Je saute par-dessus moi. Je vais à Trois-Rivières, Cégep de Trois-Rivières. Mon collègue à la formation continue, Éric Michel, qui est conseiller pédagogique et enseignant aussi en graphisme, là, en enseignement à distance. Ensuite, on s'en va au Nouveau-Brunswick, à Dieppe, pour le CCNB, où on a Lise Haché, qui est technopédagogue. En bas, vous voyez, j'ai 2 collègues en gris. Eux, c'est que malheureusement, ils ont été là pendant la première et deuxième année, si je ne me trompe pas, là, du M-apprentissage, mais pour des raisons, comme on dit, moi et Ryan, des dossiers et d'autres responsabilités qui sont arrivées, ils ont été malheureusement obligés de quitter le bateau, ce qui est tout à fait normal, mais on voulait quand même souligner là, que dans le projet qu'on présente aujourd'hui, ils ont participé. Donc, on a Daniel Labillois, conseiller pédagogique FAD auparavant au Cégep de la Gaspésie, qui est maintenant rendu à l'UQAR, et Isabelle Thibault, directrice des études au Collège Éducacentre à Vancouver. Donc, ça, c'est l'équipe là, principale du M-apprentissage, du projet qu'on vous présente aujourd'hui. Mais tout d'abord, ce qu'on doit vous dire, c'est que Pratique FAD, ça existe depuis 2015. En fait, on voulait vous présenter là, le premier projet de Pratique FAD qui a permis là, à toute cette belle équipe-là de se rencontrer. Et donc, le premier projet a duré 3 ans. Il a débuté en 2015 pour terminer en 2018. Ça l'a amené, en fait, ce projet-là au développement, en fait, d'un premier module de formation qui s'appelait « Débuter en formation à distance ». En fait, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que le RCCFC avait reçu 2 demandes de subvention de collège en lien avec l'accompagnement des ressources des étudiants, des enseignants en enseignement à distance et avait demandé à ces collèges-là, ben, pouvez-vous vous jumeler ensemble parce que vous touchez les 2 le même thème. Donc, c'est comme ça, dans le fond, que CCNB, Trois-Rivières, Cégep à distance, Cégep de la Gaspésie et des Îles et Collège Éducacentre se sont vus jumeler ensemble pour commencer ce premier projet-là en 2015. Pas obligé de vous dire que dans la dernière année, avec la pandémie, le mémo numéro 1, puis je vais vous expliquer ensuite ce que c'est un mémo, débuter en formation à distance, a été consulté plusieurs fois. Donc, il a été très utile à beaucoup de ressources. Dans la dernière année, là, sur le Moodle, on a recensé 1660 nouvelles consultations et 579 nouveaux utilisateurs. Donc, le lancement s'est fait en 2018, mais juste dans la dernière année, ça, c'est toutes les autres personnes qui ont pu bénéficier là, de le premier module de formation qu'on a développé. Qu'est-ce qu'un mémo? Puis j'ai une petite vidéo là, qu'on avait faite à l'époque qu'on veut vous présenter. En fait, c'est qu'on s'est inspiré du concept des MOOC.
Et nous, on a créé des mémos, qui est des modules en ligne massifs ouverts. En fait, la différence avec le MOOC, c'est que ce n'est pas un cours, mais c'est vraiment des modules individuels où l'apprenant ou l'utilisateur va chercher vraiment le contenu qui l'intéresse. Donc, je vais juste démarrer la petite vidéo. Je vais vérifier que j'avais bien coché mon son quand j'ai fait le partage d'écran. Oui, il était bien coché. Donc, en théorie, vous devriez entendre le son de la vidéo. En fait, c'est quoi dans le mémo? Ah oui, c'est module massif. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée, Olivier. À un moment donné, on développe nos cours, on développe nos affaires, chacun de notre côté. On est isolé, puis c'est difficile de se regrouper, puis on est comme en vase clos. Nos établissements sont dispersés à travers le Canada, avec des communautés et des réalités différentes. Pourtant, on a tous une expertise tant au niveau pédagogique que technologique. Des stratégies d'accompagnement pour nos étudiants, et je vous parle même pas de nos pratiques qui sont exemplaires. En fait, l'idée au départ, c'était de mettre toutes nos expertises en commun pour ensuite, ensemble, créer une formation qui nous permettrait d'en faire profiter le plus de monde possible dans le réseau. Un mémo, c'est quoi? La grande question. En fait, ça veut dire module en ligne massif ouvert. C'est un MOOC délinquant qui ne s'assume pas. Pourquoi? Parce que tu peux faire les modules dans l'ordre que tu veux. Tu prends ce que tu as besoin, c'est tout. Pour choisir le contenu abordé, on s'est demandé ce qu'un enseignant, un professionnel ou un gestionnaire qui débute en formation à distance aimerait savoir. On y retrouve des éléments autant sur l'implantation de la formation à distance, sur les modes de diffusion, que sur les bonnes pratiques adoptées. Au fond, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la formation à distance, sans jamais oser le demander. Cette formation s'adresse aux débutants et aux professionnels. Elle peut être suivie de partout en tout temps. Vous pouvez choisir un module ou la formation au complet selon vos besoins. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de vous rendre sur le site pratiquefab.ca et vous inscrire. C'est très bien fait, c'est utile, c'est gratuit, c'est fait pour vous. Fait que vraiment, je vois pas ce que vous attendez. Donc, ça a été très utile dans la dernière année. On a vu quelques collaborateurs que je ne vous ai pas nommés tout à l'heure, mais juste ici à gauche, c'était important pour nous parce que sinon, on n'existerait pas si eux n'avaient pas été là au début du projet. Donc, de 2015 à 2018, on a eu aussi Simon Brien, comme j'ai dit tantôt, Fernand Brideau du CCNB, Joël Thériault, CCNB et Dinah Pitre-Payne du CCNB. Pour le projet actuel qu'on vous présente aujourd'hui sur le M-apprentissage, on a aussi des collaborateurs externes. On a Edith Jolicoeur de l'UQAR, Francis Bastien aussi de l'UQAR, qui, eux, nous ont vraiment aidés là, dans le recensement des écrits, la rédaction des articles, puis aussi la création et la rédaction du contenu là, au niveau de la formation qu'on est sur le point de terminer de développer. Et c'est au tour à Ryan. Merci, Kim. Donc, je pense que c'est important de savoir qu'on gère un peu par consensus. On a une gouvernance collaborative dans la communauté Pratique FAD. Il n'y a pas de patron et tout le monde fait preuve de respect les uns envers les autres. Et on a tous des compétences qui sont complémentaires, que ce soit techniques, pédagogiques, etc. Et comme on dit à plusieurs, on arrive à beaucoup plus qu'on ne le ferait seul. Même si on n'a pas de patron, je tiens quand même à souligner le très grand engagement et l'implication de Kim Burton pour faire avancer le projet. Je pense qu'elle compte plus ses heures et c'est vraiment grâce à elle qu'on a beaucoup avancé cette année et l'année passée. C'est une surprise, elle ne savait pas que j'étais pour dire ça, mais... Non, merci, mais c'est un travail d'équipe, je tiens à le dire tout le temps. C'est bon. On peut passer aux prochaines diapos. Merci. Donc, le contexte pour le début du deuxième projet en M-apprentissage, vous avez vu la première étape, Pratique FAD, pour débuter en formation à distance. Vers la fin du premier projet,
vers le début du deuxième projet, on s'est mis à réfléchir un petit peu sur des choses qui sont arrivées. Là, à ce moment, le gouvernement français a adopté une loi qui a encadré le cellulaire en classe. L'Ontario a interdit systématiquement le cellulaire en salle de classe et dans plusieurs établissements, on voit au Québec, par exemple, que la décision est laissée au choix de l'enseignant. Et là, c'est sûr que la pandémie est arrivée. Notre projet est commencé dans un contexte avant la pandémie. Mais là, depuis l'arrivée de la pandémie, au début de la pandémie, en fait, les familles ont utilisé les technologies qu'ils avaient à leur disposition. Kim m'a raconté un exemple des apprenants en francisation qui utilisent leur cellulaire pour communiquer avec le reste du classe parce qu'ils n'avaient pas nécessairement des portables ou d'autres équipements au début de la pandémie. Donc, il y a l'application Zoom, le cellulaire, etc. Mais il faut quand même dire que pour notre projet, l'appareil numérique, les portables, pas les portables, mais l'appareil, le cellulaire, la tablette, c'est un outil de soutien de l'enseignement et non le support principal pour les cours. Donc, il faut savoir ça comme préambule pour les prochaines diapos. Suivant, Kim. Malgré le contexte des commissions scolaires qui interdisent le cellulaire, on s'est quand même mis à questionner y aurait-il pas lieu de plutôt tenter d'utiliser les appareils mobiles des étudiants à des fins d'apprentissage? Et c'est là qu'on a conçu l'idée d'avoir un projet sur l'apprentissage mobile et le micro-apprentissage pour voir quelle place les appareils numériques peuvent avoir dans la classe. Suivant. Je pense que je cède la parole à Kim. Oui. Oui, on voulait vous faire un petit who clap pour voir un peu vos réponses. Donc, on a le code ici. Je pense qu'ils vont vous le mettre dans le clavardage. Je vais aller sur mon autre écran, lancer la question et ensuite, je vais pouvoir vous partager les réponses. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, la question qu'on vous pose, c'est quelle est votre première pensée? Tout le monde devrait le voir ici. Quelle est votre première pensée lorsque nous vous disons apprentissage mobile? Donc, vous avez l'adresse ici en haut, whoclap.com. Je pense qu'ils l'ont mis. Je ne vois pas là parce que j'ai... Non, c'est ça. Tu pourrais-tu est-ce que ce serait possible de le mettre dans l'espace de discussion? Je vais le mettre, ok, c'est bon, parce que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes et je ne voyais pas. Je vais aller le mettre tout de suite. Question, réponse, discussion. Bon, je l'ai. Ce matin, je crois que j'aurais besoin de 3 écrans. 4 peut-être. Donc, on a bonne idée, pourquoi pas. Tablette cellulaire, gain de temps, courte durée. À la demande des apprenants. Là, vous comprendrez que les mots qui sont en gros, c'est ceux qui sont nommés plus qu'une fois. Donc, ça sent bien, hein? Ça commence à rentrer. Pas toujours pertinent. Flexibilité. Efficacité à distance. Just in time. Je lis ceux que je vois. Là. Apprentissage interactif. Motivation. Cellulaire, évidemment. Bonne idée, pourquoi pas. Changement. On voit que flexibilité apprentissage. Il y a des mots qui commencent à grossir. Hein. On a 20 personnes qui ont répondu. On laisse encore quelques secondes, Ryan? Oui, un autre 10 secondes. Flexibilité commence à prendre beaucoup de place. Il a dépassé le mot cellulaire. Hein. Apprentissage aussi, partout. C'est comme de la grosseur de ce que je me fie, c'est les 3 qui s'y reviennent le plus souvent. C'est bon.
c'est intéressant. C'est bon. On arrête ça là? On aurait pu regarder ça pendant quasiment plusieurs minutes, mais malheureusement, il va falloir à un moment donné l'arrêter. Mais moi, ce que je retiens, c'est flexibilité, apprentissage partout. C'est pas mal ça qui a pris la place. Ouais. Donc, je vais retourner ici. Ensuite, je pense que c'est à mon tour, si je ne me trompe pas. Hein? Oui. Donc, les premières phases du projet, 2018-2019, bien évidemment, toute l'équipe, on n'était pas non plus on est tous impliqués beaucoup dans nos collèges, dans la technopédagogie, mais aussitôt de apprentissage mobile, micro-apprentissage, on était nous aussi en apprentissage, comme on peut dire, on fallait s'approprier le sujet. Donc, ce qu'on a fait, c'est que la phase 1, comme je vous disais tantôt, on a eu l'aide de Édith de Lucar qui a recensé là, partout tous les écrits qui étaient en lien avec le micro-apprentissage et l'apprentissage mobile. Donc, elle a recensé pour nous là, pas loin de 200 documents qui ensuite l'équipe a divisé en 5 thèmes qui étaient l'apparition des appareils mobiles dans l'enseignement, l'impact sur les enseignants, l'impact sur les étudiants, la conception pédagogique, qu'est-ce que ça amène, l'impact sur le système d'éducation, puis aussi, on voulait explorer là, les innovations, études ou les nouvelles pratiques qui sont apparues avec ça. Donc, on s'est partagé là, en équipe la lecture de ces documents-là par thème. Puis ensuite, je pense que c'est en 2018-2019, on a eu on avait toujours une fois par année une séance en présence ensemble et on essayait de changer de collège. Puis cette année-là, on a eu la chance de pouvoir aller au Collège d'éducation à Vancouver en janvier 2019. Je l'avais écrit. Et à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés pour mettre tout en commun le résumé de nos lectures. Donc, je peux vous dire que ça a été beaucoup, beaucoup de lectures. Ça n'est pas toujours en français non plus. Mais ça a été très enrichissant. Et lors de cette séance de travail-là intensive de 3 jours à Vancouver, on a pu là, partager là, le résumé de nos lectures. C'est encore à mon tour. Pendant qu'on lisait ces documents-là, aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait faire une enquête et une consultation en ligne. Donc, vous avez peut-être même répondu parce qu'on a conçu un questionnaire qui a été envoyé parmi les différents réseaux là, dans l'équipe. À nous autres, on couvrait quand même pas mal. On a fait affaire au RCCFC, au REFAD, au REPTIC. Donc, le sondage a été envoyé un peu partout dans le réseau. Puis, on voulait vous présenter un peu le résumé de ces résultats-là. Donc, suite à ça, voici les résultats là, pour le sondage. Dans le fond, on a eu 54 participants, donc 39 vraiment du milieu collégial. Ça peut peut-être vous sembler peu, mais nous, on était quand même assez contents là, de ce taux de réponse-là. Et la plupart des répondants, en fait 85%, là, évaluaient comme étant très à l'aise avec les technologies mobiles, alors que les autres se trouvaient partiellement ou peu à l'aise. Une grande majorité, évidemment, 85% utilisent des appareils mobiles. Dans notre enquête, on avait mis aussi le portable comme mobile. Donc, on a ciblé le cellulaire, la tablette et le portable. Évidemment, là, sans aucune surprise, l'ordinateur portable était le plus répandu dans les appareils mobiles, venait en deuxième avec 75%, le téléphone intelligent et la tablette avec 46%. Au niveau des méthodes d'enseignement aussi, on questionnait là, toute formation à distance, classe traditionnelle, en présence, hybride, peu importe, là, il y avait pas, on ne faisait aucune distinction là, à ce niveau-là. Chez 4 participants sur 5, la présence massive d'appareils mobiles dans le milieu a eu des impacts sur leur façon d'enseigner. Donc, sans aucune surprise, on s'attendait un peu à cette réponse-là, mais évidemment, ça a eu un impact. Les impacts favorables qui sont revenus les plus souvent, c'est facilité de communication avec les étudiants. Ça facilite le travail collaboratif, ça offre une grande souplesse, une motivation accrue aussi de la part des étudiants. Et ça permet là, vraiment une participation active dans la classe quand on utilise
les appareils mobiles. Dans les inconvénients, là, on peut voir à droite là, qu'on avait aussi, évidemment, toute l'adaptation du contenu est ressortie souvent. L'encadrement et la discipline des étudiants, donc la gestion de ces appareils mobiles-là dans la classe et la compatibilité des plateformes. Donc, ça, c'est les trois là, inconvénients qui sont ressortis le plus souvent. Ensuite, c'était quoi les obstacles à l'utilisation pour vous de l'apprentissage mobile dans votre enseignement? Le manque de budget est sorti en premier. Ensuite, le manque de temps en deuxième. Le manque d'appui institutionnel et l'accès limité aux appareils et aux réseaux. On aimerait beaucoup ça refaire, ce questionnaire-là, présentement, après l'année qu'on a eue. Je pense qu'il y a beaucoup de collèges qui ont des choses au niveau des appareils, au niveau des réseaux, au niveau des technologies qui ont été bonifiées là, en urgence dans la dernière année. Moi, je serais bien curieuse de refaire ce questionnaire-là présentement pour voir où seraient là, les différences dans les réponses. Ensuite, le constat aussi qui est ressorti, c'est au niveau de la préparation des enseignants. La plupart constatent que les technologies exigent une adaptation, puis que souvent, ils ne reçoivent pas de formation relative à ça pour intégrer les appareils mobiles dans leur enseignement, mais ils désirent être formés. Donc, à la fin du questionnaire, on avait quand même 87 % des répondants qui souhaitaient être formés sur l'utilisation et l'intégration des appareils mobiles dans leur stratégie pédagogique. Donc, c'est quand même un grand pourcentage. On était assez satisfait de cette réponse-là. Et évidemment, j'aimerais beaucoup refaire le questionnaire présentement, après l'année que tous nous avons eue. Donc, Ryan, je te passe la POC. Merci, Kim. Donc, c'est ça, après avoir vu tous ces indicateurs-là, c'est sûr, Kim a déjà fait allusion à notre rencontre d'équipe en présence en janvier 2019 à Vancouver. C'est à cette rencontre-là qu'on a fait l'analyse préliminaire avec tous les indicateurs qu'on vient de voir. Et on a constaté qu'il y avait une convergence des concepts de l'apprentissage mobile et du micro-apprentissage. Et on a eu des échanges entre nous, puis on a baptisé un peu l'intersection de ces deux concepts distincts. On a baptisé ça M-apprentissage. On va regarder chacune de ces deux concepts. Donc, on commence avec notre définition de M-apprentissage par regarder c'est quoi l'apprentissage mobile. Donc, l'apprentissage mobile, c'est un concept éducatif qui permet un accès continu au savoir à l'aide des appareils mobiles. Donc, on a fait la recension tantôt de qu'est-ce que ça pourrait être, mais il y a aussi les liseuses et mini-portables qu'on ajoute à la liste. C'est un contenu, là on voit dans le deuxième picot, c'est possible d'apprendre où l'on veut, quand on le veut, mais je veux quand même donner une certaine bémol. Le contenu peut dépendre d'une connexion Internet ou non. Ça dépend comment on déploie l'apprentissage. Donc, ça peut être utilisé en classe ou à distance. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas que l'apprentissage, c'est la formation à distance parce que ça peut être déployé de diverses façons. Prochaine diapo. C'est quoi le micro-apprentissage? C'est un concept pédagogique qui permet de présenter un contenu à l'aide des modules très courts, aussi peu que 20 secondes à quelques minutes. Puis, il y a encore un débat. C'est quoi la durée maximale? Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Mais nous, dans notre lecture, on se donne le droit de faire des capsules jusqu'à 10 minutes dans nos modules d'apprentissage. Tu peux organiser et diviser le contenu en granules pédagogiques ou décomposer un tout dans des mini-morceaux. En fait, c'est mieux d'avoir ça le plus petit possible. On peut les ordonner, les organiser dans un parcours d'apprentissage, mais selon nous, le choix doit être à l'apprenant de suivre le parcours ou non. Et on essaie toujours d'axer sur des notions ou des compétences précises. Puis on donne l'exemple ici, avoir une capsule de 2 minutes pour les 3 premières étapes d'accueil d'un patient souffrant d'un trouble mental. Donc, ça peut être l'apprentissage, une aide à la tâche juste à temps. On peut regarder le module avant de faire l'acte qu'on doit faire. Prochaine diapo.
Un autre terme qu'il faut peut-être définir, c'est un grain ou un granule pédagogique. On veut que les modules ou les petites capsules soient granulaires. C'est la plus petite unité d'un scénario pédagogique. On veut qu'ils soient autonomes ou autoportants et qu'on peut les visionner tout seul et avoir suffisamment d'informations pour que ce soit utile. Ça doit être réutilisable dans la plupart des cas. On veut avoir la possibilité d'adapter le contenu pour le redéployer à notre façon. Et compilable, l'association de plusieurs grains peut représenter une notion ou une compétence complète. Donc, je veux juste dire que dans un monde idéal, on optimise tous ces aspects-là dans un granule pédagogique, mais ce n'est pas toujours possible d'avoir tout ça dans chaque capsule qu'on conçoit. Prochaine diapo, Kim. Donc, on arrive à la M-apprentissage. En fait, le M-apprentissage, c'est deux concepts complémentaires qui s'intègrent parfaitement l'un à l'autre. Donc, le M-apprentissage combine le micro-apprentissage puis l'apprentissage mobile ensemble. Ils sont intimement reliés. Et comme on a mentionné, c'est pas nécessairement juste dans le contexte de formation à distance qu'on fait du M-apprentissage. Et le concept peut s'intégrer à plusieurs formules ou types de parcours pédagogiques. On mentionne le comodal ou hybride, c'est l'ancienne façon de le dire. Ça peut être en présentiel, ça peut être dans des classes virtuelles, dans le cadre d'un stage, en travaux pratiques, etc. Prochaine diapo, Kim. On a constaté à travers nos recherches et à travers notre expérimentation qu'il y a plusieurs avantages. On parle de l'apprentissage ou un enseignement non linéaire et plus libre. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder les modules qu'on veut, quand on veut, etc. Un accès permanent à ce contenu pourrait être intéressant, comme j'ai mentionné, en tout temps, en tout lieu, et même en mouvement, regarder des capsules en transport en commun. Ça permet un apprentissage plus flexible dans certains cas et on peut mettre à profit la malléabilité et le dynamisme des technologies mobiles. On soutient l'apprentissage, que ce soit individuel ou collaboratif. Et on peut répondre, comme j'ai mentionné, juste à temps. On a dit just in time dans le WooClap. On peut répondre à des besoins ciblés à des moments précis dans le parcours d'apprentissage ou dans un contexte de stage. C'est ça. Et on voit qu'il y a une application immédiate pour une tâche ou un besoin spécifique et on peut augmenter la présence dans la distance avec les applis de communication jumelés avec le contenu M-apprentissage. Donc, je cède la parole à Kim. Oui, excuse-moi, j'ai accroché mon bouton. Ça a changé de page. Donc là, on a terminé la phase 1, en fait, là, si vous vous rappelez. Et dans la phase 1, vraiment, là, on s'est approprié le sujet nous-mêmes, le thème, parce qu'il fallait nous-mêmes se former là-dessus. On a questionné à l'aide de sondages, puis on en est venu à une définition propre là, à notre travail. Par contre, dans la première analyse qu'on a faite dans le sondage, on sentait là, qu'on avait besoin d'aller analyser les besoins un peu plus au niveau des conseillers pédagogiques, concepteurs pédagogiques et les enseignants. Donc, on avait eu des réponses quand même variées. On avait des gestionnaires, des formateurs, des enseignants. On avait aussi des CP, là, c'est pas ça, mais on sentait qu'on avait besoin d'aller en savoir un peu plus. Donc, dans la phase 2, 2019-2020, oui, on a commencé à réfléchir à notre conception pédagogique du deuxième mémo, en fait, que le collectif voulait développer. Et on voulait produire un prototype, mais on a senti quand même le besoin d'aller creuser un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé des discussions de groupe, spécifiquement avec des conseillers pédagogiques et des enseignants, des discussions en ligne de 5, 6, 7 groupes. Je pense qu'on a, puis aussi dans tout le Canada, autant on essayait vraiment d'avoir le plus de provinces possible parce que dans l'objectif des projets aussi avec la CCFC, c'est les collèges francophones, c'est canadien, pan-canadien.
Donc, on a questionné des enseignants, des concepteurs pédagogiques CP, autant des maritimes du Québec, mais aussi de l'Ouest, de l'Ontario et toutes les autres provinces. Je pense qu'on a eu une dizaine de groupes de consultation là, de 6 à 7 personnes chacun. Donc, on avait tous le rôle d'en animer. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? En fait, on leur a posé, entre autres, quelles sont les utilisations présentement que vous faites du mobile dans votre pratique? Et ça, c'est quelques exemples qui nous ont été énumérés. Donc, ce n'est pas nous là, qui les a ajoutés. Là, c'est vraiment des enseignants ou des conseillers pédagogiques qui nous ont dit, ben moi, j'ai des enseignants qui l'utilisent de telle façon. Donc, beaucoup utilisaient les étudiants qui se filment dans leur milieu de stage et ensuite déposaient les vidéos sur une plateforme. Un portfolio de photos aussi, donc l'appareil photo avec les appareils mobiles était très utilisé. Évidemment, là, sans aucune surprise, parce qu'on Kahoot, tout le monde connaît Kahoot. Maintenant, il y a Hoopla, Mentimeter, il y en a plein, donc beaucoup utilisent le cellulaire en classe pour télévoteur. Il y a une enseignante, je me souviens, qui disait « Je permets aux étudiants d'écouter de la musique pour se concentrer pendant du travail individuel ». Elle nous mentionnait que c'est très apprécié par les étudiants. Dans un programme touristique, il avait fait un projet aussi de prise de photos, donc un peu du géocaching. Donc, il y avait des photos très précises. Ils se promenaient dans la ville et il y avait des photos très précises à aller prendre et qu'ils devaient ensuite monter un portfolio. Là, c'était leur projet. À la deuxième page, c'est ma souris qui, je savais qu'elle me ferait ça. Bon, OK. On a aussi les applications de langue, Duolingo, c'en est un entre autres, mais on a bien d'autres qui sont ressortis pour les cours de langue. Les applications sportives, donc des fois, les étudiants ont des journaux de bord à suivre et ils doivent faire des captures d'écran de leur application qu'ils utilisent sur le mobile pour dire, ben moi j'ai couru tant, j'ai fait une randonnée, etc. Les étudiants doivent filmer leur présentation orale et déposer sur Moodle. Ça, dans la dernière année, je sais que beaucoup l'ont fait. Intégrer des podcasts dans les cours. Les étudiants, ça c'est un enseignante, je me souviens, en nutrition, elle dit les étudiants doivent se filmer en faisant une recette, puis ensuite ils doivent me l'envoyer. Un peu comme le géocaching, chasse au trésor au centre-ville. Sauf que c'était plus au niveau de l'histoire. Donc, les étudiants devaient trouver des choses très historiques. Il y avait des indices aussi. C'était comme un peu un rallye. Et les étudiants devaient prendre des photos là, des monuments historiques. Donc, ça, c'est quelques exemples qui sont ressortis. On a trouvé ça super intéressant. C'est un bel échange avec les gens. Nous, ce qu'on en est venu à la conclusion, c'est que les enseignants utilisent des stratégies reliées au M-apprentissage, mais ils l'ignorent. Ils ne savent pas, en fait, que c'est ça qu'ils font. Par contre, très peu vont concevoir du contenu. Parce que quand on conçoit des choses mobiles, il y a une façon aussi de le concevoir. Par exemple, un PDF, un Word qu'on transforme en PDF sur un appareil mobile, ça ne se lit pas bien. Mais très peu vont concevoir, mais vont utiliser déjà les appareils, déjà les outils, les applis qui existent. Donc, vont venir bonifier leur enseignement, leur apprentissage avec ce qui existe déjà, mais très peu vont concevoir du contenu à partager aux étudiants. Ensuite, on a un petit rouclap pour vous. Question de vous réveiller un peu. Donc, je vais remettre le lien dans la discussion. La question qu'on souhaitait vous poser, c'est permettez-vous l'utilisation du cellulaire en classe? En fait, c'est le même code que tout à l'heure. Je vais quand même le remettre dans la discussion. Peut-être de préciser, Kim, pour les conseillers pédagogiques qui travaillent étroitement avec des enseignants, est-ce qu'en moyenne, la plupart permet l'utilisation ou non? Oui, effectivement. Est-ce que le code est suivi? C'est le même lien que tout à l'heure. Hein? En fait, je ne sais pas si c'est le lien que tu... C'est le même lien que tantôt, Nicole. Ouais, on voit qu'il y a 10 personnes. Je vais te placer parce que je ne le vois pas. Je ne pense pas que c'était adressé à tout le monde.
Alors, je vais l'envoyer à tous les panélistes et participants. Oui, je viens de le mettre, c'est que je pense que ça avait été envoyé directement à Nicole. Ouais. Donc, on a, c'est 50-50. Oui, il n'y a pas de nom. Il n'y a aucun nom encore. Donc, on a des convaincus, je pense, de Ryan. Je pense que c'est l'effet de la pandémie, Kim. Oui, peut-être. Ah, c'est vrai. Mais peut-être dans l'intérêt du temps, on va poursuivre. Oui, mais on a 6% quand même qui a dit non. OK, 6%. Pendant qu'on parlait. Oui, Ouais. exact. On a influencé le vote un peu. Oui, on a influencé le vote. Donc, au niveau de la gestion du cellulaire aussi, on leur a posé comment vous le gérez. Donc, certains disaient, ben, j'ai des moments particuliers dans mon cours où ils ont le droit de le prendre. Je donne un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, puis ensuite, si tu ne m'as pas écouté, tu le déposes dans un panier. Selon eux, sans bannir, elle encadre, donc il faut encadrer. Ça permet aux étudiants là, c'est ressorti beaucoup, là, je m'en souviens, développer de bons réflexes. Donc, amener l'étudiant vraiment à apprendre à utiliser son cellulaire là, au moment opportun. Puis, il faut évidemment, tout le monde était clair que les balises soient claires dès le premier cours et ne pas changer en cours de route. Si je vais ici, la gestion du cellulaire, en fait, dans la grande majorité des cas, c'était une modalité là, vraiment départementale ou de programme selon où ce qu'on était. Mais on sent qu'il y a une connotation plus négative que positive. Encore là, j'aimerais beaucoup ça le refaire après la COVID. Très peu de balises institutionnelles, quelques-uns, mais c'était un infime parti. Il y a une enseignante, je trouvais ça intéressant, elle disait, dès le premier cours, je dis à mes étudiants que je le laisse gérer leur cellulaire en fonction du cours. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est que rapidement, il y a vraiment un respect qui s'installe puis qu'elle a à intervenir peu souvent parce qu'elle, elle l'interdit pas systématiquement, mais elle dit aux étudiants, vous êtes assez intelligents et autonomes pour savoir quand est-ce que c'est le temps puis quand est-ce que c'est pas le temps. La conclusion de l'équipe, c'est pour nous, on pense que permettre des périodes d'utilisation plutôt que d'interdire systématiquement, c'est bénéfique. Expliquer les règles, évidemment, dès le premier cours. Puis, si possible, ce qui aiderait beaucoup, c'est d'avoir une politique collège qui inclurait des ressources pour intégrer le mobile. Donc, que ça ne soit pas laissé là, à tous et chacun de prendre la décision. Au niveau des préoccupations pédagogiques, ce qui est ressorti, c'est évidemment, ben oui, c'est intéressant, mais il faut qu'il y ait un apport pédagogique. Il faut surtout faire attention à l'éparpillement, ne pas l'utiliser pour l'utiliser juste pour le plaisir. Se poser toujours la question, est-ce que ça apporte plus à mon contenu? Ça, c'est vraiment les gens qu'on a consultés qui nous ont répondu ça. Aussi, respecter les styles d'apprentissage des étudiants. Il y en a quelques-uns qui disaient que ça s'intègre mieux dans un contenu asynchrone, que c'est un très, très bon complément pour la classe inversée. Et que l'aide à la tâche et tout ce qui est tutoriel, donc tout ce qui demande une procédure par étape, ça s'adapte très, très bien. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, pour eux, c'est quelque chose qui, le mobile devient vraiment un outil intéressant. D'ailleurs, excuse-moi, Kim, mais il y a Madonna justement qui posait la question, est-ce que la planification pédagogique en lien avec le M-apprentissage, c'est considéré comme un défi par les enseignants? Oui, parce que il n'y a pas de formation en tant que telle, il n'y a pas d'accompagnement en tant que tel, il n'y a pas non plus d'enlignement dans les collèges. Donc oui, effectivement, c'est comme un défi, c'est où l'utiliser, où l'installer, surtout si je veux développer du contenu. Donc nous, ce qu'on a senti, c'est que oui, c'était un défi, mais ils souhaitaient, là, puis si on se rappelle au sondage, là, ils souhaitaient être mieux outillés pour savoir comment bien l'utiliser. Merci. C'est bon. Donc, au niveau des préoccupations pédagogiques, ce qu'on en pense, nous, suite à toutes les discussions qu'on a eues, bien évidemment, là, sans aucune surprise, on le dit tellement depuis souvent là, que l'outil doit apporter un plus aux stratégies pédagogiques, évidemment, qu'il ne doit pas avoir d'improvisation. Et puis ça, il disait, puis ça appuie là, ce que je viens de dire, Nicole, c'est d'être accompagné dans le processus, savoir, oui, je veux bien l'utiliser d'une manière peut-être plus grande, mais pas n'importe comment, puis je veux avoir les outils pour le faire. Est-ce que c'est encore à moi, Ryan? Excuse-moi. Je pense que oui. Oui. OK, c'est ça, c'est ma section où j'en avais pas mal. OK, c'est bon.
Donc, suite aussi à toutes ces consultations, donc, ça nous a permis vraiment d'aller creuser, là, de discuter de vive voix avec des gens. Là, c'est quelque chose qu'on a vraiment aimé beaucoup. Puis ensuite, si on vous ramène au thème de notre atelier aujourd'hui, on vous dit que le M-apprentissage, c'est feu vert vers l'approche non linéaire. Et on vous le dit depuis le début aussi, ça ne remplace pas un cours complet, mais ça vient en appui. Donc, on voulait quand même spécifier que l'apprentissage non linéaire, ça adhère très bien, là, comment je peux dire, puis Ryan, tu peux m'aider là, si je perds mes mots, là, mais la vie est non linéaire, puis l'apprentissage non plus. C'est ça, je peux dire ça. Et on voit non seulement l'apprentissage est non linéaire, mais aussi le développement du contenu M-apprentissage peut être non linéaire. Mais je te laisse aller. Oui, c'est ça. Puis on voulait en fait aborder, là, parce qu'après, on va vous parler de conception pédagogique. Donc, comment nous, on a fait là, pour concevoir notre formation, parce qu'on voulait respecter aussi les règles du M-apprentissage. C'était quelque chose qu'on s'était dit. On va prêcher par notre contenu, ce qu'on est en train d'explorer. Donc, pour nous, c'est venu clairement là, qu'on n'apprend pas tous du point A jusqu'au point B. Donc, à mesure qu'un apprenant va avancer, là, il va emmagasiner plusieurs connaissances. Il y a différents types d'apprentissage aussi. Il y a des types associatifs, coopératifs, collaboratifs, etc. Puis selon les auteurs qu'on a lus aussi dans les écrits, ce qui domine dans certaines salles de classe, c'est le type réceptif ou le type mémoristique. C'était bien nommé, j'ai vérifié, je pense que ça n'existe pas, mais dans un article, un écrit, c'était bien nommé. Donc, on est plutôt dans l'apprentissage mécanique et passif. Puis, c'est pas optimal pour les apprenants parce qu'on n'apprend pas de cette façon-là. Puis aussi, ce que je trouvais intéressant, je me souviens quand je l'ai lu, c'est qu'on mentionnait qu'il y avait des fenêtres d'apprentissage adaptées aussi selon le type d'apprentissage que tu es en train de faire. Donc, il y a des moments où que oui, peut-être que l'apprentissage plus passif est approprié, mais il y a certains moments où l'humain il y a des fenêtres où là, tu n'apprends plus de cette façon-là. C'est pas comme ça que tu apprends. J'ai essayé de trouver des images aussi. Là, je m'excuse, c'est en anglais. Mais je trouvais ça super intéressant parce qu'on avait ici vraiment là, une gang d'apprentissage qui part du point A au point B. Puis ensuite, on a un peu un jeu de société, si on peut dire. Donc, tu peux aller d'un bord et de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non linéaire. En fait, c'est que tout au long de ton parcours, tu vas aller te chercher des outils. Tu sais, quand on joue à un jeu de société, des fois, on va piger une carte. Donc, on va vraiment réagir en fonction de ce qu'on rencontre sur notre parcours. Et ce qui va bâtir à la fin qu'on va arriver au même objectif qu'on souhaitait dès le départ. Donc, celui-là, je le trouvais intéressant. Puis, celui-là me fait penser un peu à ce qu'on voit des fois là, sur les médias sociaux de dire que c'est pas vrai que tout se passe bien. Puis, c'est prouvé que toutes les phases d'apprentissage, ça ne va pas être neutre tout le long. Donc, on a essayé de trouver des petites images qui représentaient notre idée. On voulait aussi donner des exemples. Comment implanter un apprentissage non linéaire dans un cours? On se dit un enseignement, exemple d'un logiciel, oui, on a un cours en présence. L'étudiant peut consulter, là, quand il travaille à la maison, des capsules vidéo mobiles sur des façons de faire. De toute façon, entre vous et moi, ce qu'ils vont faire, s'ils ne se souviennent plus ce qu'on leur a enseigné en classe, ils vont aller sur YouTube le chercher par eux-mêmes. Donc, ils vont aller voir de l'autre façon. Donc, il va pouvoir utiliser des outils à l'aide de son cellulaire qui va l'aider à continuer son apprentissage en dehors de la salle de classe. En stage, tout le monde sait, là, quand on sort de l'école ou quand on arrive en stage, on dirait qu'on ne se souvient plus de rien. Là. Mais si ça peut être rassurant pour un étudiant de dire, moi, j'ai du contenu mobile qui est développé par mes profs, puis ça peut me permettre, dans mon milieu de travail, des fois, je ne me souviens plus comment faire ça, donc j'écoute une petite capsule de 2 minutes et ensuite, je peux vraiment continuer mon travail. Un laboratoire, un soutien pour des différentes manipulations. Et évidemment, il y a un fort potentiel là, pour les formations d'entreprise d'aide à la tâche. Donc, un mécanicien qui est avec une nouvelle machine, et là, j'invente en même temps que je parle, mais qui doit regarder c'est quoi exactement la manœuvre à faire pour faire fonctionner la machine. On le répète, puis ça, c'est des exemples. Ça ne va pas remplacer un cours, mais ça devient vraiment un complémentaire dans le parcours. Et c'est un parcours qui n'est pas linéaire, mais qui vient vraiment avec différents outils.
C'est encore moi? Non, c'est moi. toi? Un instant, Oui. je vais m'assurer, mais il y a Lucille Paria là, qui posait la question, la différence entre le linéaire et le non linéaire. Vous venez de l'expliquer, mais je voudrais bien m'assurer, peut-être, Lucille, dans l'espace de discussion, peut-être dire si ça répond bien à votre question. Mais je peux peut-être profiter du moment pour dire l'apprentissage linéaire, c'est vraiment, écoute, c'est cartésien, toutes les étapes sont planifiées, on fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est terminé. Mais là, le non linéaire, il peut avoir du choix dans le parcours. Ça peut être plus variable, l'approche. Je ne sais pas si ça aide pour la compréhension du concept, mais l'idée, c'est qu'il y a une liberté de choix aussi dans l'approche non linéaire, un peu. Merci. Il y a une autre question de Lucille, mais on pourra la poser là, à la fin du webinaire. OK, ça marche. Donc, c'est rendu à moi. On a mentionné, c'est non seulement l'apprentissage qui est non linéaire, mais notre apprentissage, nous, comme équipe, pour la conception des modules et l'intégration des modules, c'était non linéaire. En fait, le M-apprentissage, c'est un sous-catégorie d'apprentissage en ligne qui s'inspire, l'apprentissage en ligne s'inspire du monde de création de logiciels, de programmation de logiciels. Souvent, on fait des alphas, des bêtas, on lance, puis on s'ajuste. Et pendant le cycle de vie du contenu, pendant le cycle de vie d'un logiciel, mais on fait des ajustements. Donc, c'est non linéaire dans ce sens-là aussi. Il y a un processus, mais c'est itératif le processus. Il y a aussi l'idée dans les capsules SCORM, pour ceux qui connaissent des environnements numériques d'apprentissage, on essaie d'avoir une certaine modularité de toutes les granules d'apprentissage pour qu'on puisse réassembler et redéployer le contenu dans d'autres formes. On a déjà parlé de l'apprentissage juste à temps, mais nous, notre équipe, on considère qu'on est dans une optique d'amélioration continue. On a fait des erreurs pendant la conception dans notre carte de programmer nos schémas des modules et des unités. On a dû se réajuster non seulement avec le contenu du projet, mais aussi avec les technologies qu'on utilise. Prochaine diapo, Kim. Oh, on a sauté, je pense. C'est ma souris dans celle-ci qui a un problème. Attends un peu. Un peu, oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Oui, je pense qu'on est là. Ouais. Donc là, on est rendu à notre Mimo 2. C'est ça, c'est une souris hyperactive qui a pris trop de café. C'est notre Memo 2. Introduction à l'apprentissage. Prochaine diapo, Kim. Donc, c'est ça. On a conçu une structure pédagogique dans le projet. En fait, il y a 4 modules avec 4 ou 5 unités micro-capsules d'apprentissage où on parle à différentes publics cibles du M-apprentissage. On a des initiations, on a des choses plus pratico-pratiques. On va voir la structure dans la prochaine diapo. Donc, c'est ça, la structure en général. Comme j'ai mentionné, il y a 4 modules dans l'introduction au M-apprentissage. Le module 1, qui est vraiment conçu pour tout public pour comprendre c'est quoi le M-apprentissage. C'est déjà en ligne, ce module-là. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui, si vous voulez. Le module 2 qui va suivre au cours du mois de mai ou fin avril, début mai. C'est mettre en place des projets d'apprentissage qui est conçu pour des gestionnaires. Après ça, il y a un module pour les conseillers pédagogiques, c'est accompagner les enseignants. C'est le module, selon Kim, qui est le plus complexe à concevoir parce qu'on veut bien faire. Et le module 4, utiliser le M-apprentissage, mais là, c'est vraiment pratico-pratique pour les enseignants. On va regarder un survol très rapide de la structure pédagogique. Donc, le module 1, comme on a mentionné, c'est pour tous les publics et on a 5 leçons. Et dans la structure des leçons, on a souvent un quiz de début suivi par le contenu
avec l'information à acquérir, suivi par un petit quiz à la fin. Donc, dans l'intérêt du temps, je ne présenterai pas exhaustivement chaque partie. Je vais céder la parole à Kim pour le module 2. Oui, le module 2, en fait, qui est beaucoup plus pour les gestionnaires. Donc, c'est diriger le processus décisionnel d'un projet. Donc, un peu comme Ryan disait, là, la structure est sensiblement toujours la même. On a un pré-test puis un post-test. Ces leçons-là ne durent pas plus que 10 minutes. Donc, c'est très rapide. C'est très en fonction de, tu sais, on voit quelques exemples, là, construire une équipe, organiser une équipe, évaluer des ressources financières. Donc, c'est ça, c'est très sur des thèmes précis. Le module 3, qui est encore en peaufinement, on voit qu'il est immense. Moi, je dis que c'est qu'on avait un spécialiste de contenu, là, si vous vous souvenez de Lucas, qui a développé le contenu avec nous. Puis on essaie vraiment de bien faire les choses et de placer les bons casse-têtes au bon endroit. Donc, on est encore en train de peaufiner là, ce module-là qui s'adresse au niveau des concepteurs pédagogiques, conseillers pédagogiques. Donc, on veut arriver vraiment à une méthode d'accompagnement là, pour les enseignants avec une boîte à outils aussi où on va développer des gabarits, des modèles de grille d'évaluation où on va avoir des ressources externes possibles aussi. Donc, celui-là est encore en travaux présentement. Puis, Ryan, je te laisse finir avec le dernier. Oui, merci Kim. Donc, le module 4, utiliser le M-apprentissage qui cible, comme on a mentionné, vraiment les enseignants. C'est un module qui permet de découvrir d'autres possibilités, de planifier l'utilisation du M-apprentissage. Dans la leçon 3, un des piliers d'un M-apprentissage réussi, mais c'est la communication de vos attentes avec les élèves, les apprenants. Donc, on a un module qui est vraiment sur la communication avec les étudiants et on boucle l'ensemble des 4 modules avec une leçon sur des approches pratiques, comment créer le contenu mobile suite à nos apprentissages dans ce projet-là. Prochaine diapo, Kim. Donc, si vous voulez voir un petit peu notre boucle de production, comme on a mentionné, on a une approche même itérative dans nos façons de faire pour concevoir le contenu. On commence avec la création du contenu. Vous avez vu, on a fait des recherches de littérature, on a fait des sondages, des discussions de groupe. Tout ça a alimenté le contenu en amont. Là, on est dans la phase de création et de déploiement de contenu. Après la première création du contenu comme tel, mais il y a un genre de vérification pédagogique et une granularisation. C'est le processus de vraiment regarder la masse de contenu, puis de voir c'est quoi les plus petits composants qu'on peut avoir avec ce contenu-là et essayer de leur donner un petit peu pour les gens qui veulent que ce soit ordonné dans un parcours facile à suivre. Après ça, il y a des étapes de gestion de la qualité, comme la vérification linguistique, bien important quand il y a un anglophone de souche dans le projet, d'avoir cette révision linguistique. On a aussi, une fois que toute cette révision est faite, puis on n'est pas mal certain que le contenu est final, mais c'est la phase de conception graphique. On crée des maquettes, on intègre tout le contenu. En fait, on utilise PowerPoint pour notre logiciel de création. Et ensuite, il y a la narration. Je vais parler de la narration un peu plus en détail, un peu plus loin. Et après ça, une fois qu'on a tout ensemble, mais on fait l'intégration puis le déploiement sur le serveur Moodle. Il y a quand même des ajustements. Ce n'est pas la fin du cycle de vie de nos capsules. On a des ajustements, on a des petites choses qu'on doit corriger tout le temps. Puis les outils qu'on utilise permettent la modification facile de nos contenus. Prochaine diapo, Kim. Je peux juste ajouter rapidement aussi toute l'équipe que vous avez vue là-dedans. Là, certains sont placés à des endroits très précis. Donc, tout ça, c'est un travail d'équipe. Je tiens à le mentionner encore une fois. Là, on vous a promis d'entrée de jeu de parler un petit peu de nos défis, nos contraintes, nos enjeux. Mais au début, on pensait tous comprendre c'était quoi le micro-apprentissage puis l'apprentissage mobile. Mais c'est à force de faire des lectures puis la recherche qu'on a
aiguiser un petit peu notre compréhension de c'est quoi le M-apprentissage. C'est aussi, on a fait beaucoup de lectures sur le potentiel pédagogique. On savait pas, on n'avait pas toutes les réponses au début. Un de nos très grands défis, c'est que le fait qu'on est très polyvalent et très impliqué dans plusieurs projets. Donc, trouver du temps pour consacrer à ce projet, c'est toujours un défi. Le fait qu'on est dispersé géographiquement, ça amène certains défis aussi quand on n'est pas dans les mêmes bureaux. Mais avec le COVID, c'est sûr qu'on a appris d'autres façons de travailler. En parlant du COVID, écoute, chaque membre de l'équipe a dû s'impliquer, s'investir pour la prestation autre de l'enseignement depuis le début de la pandémie. Donc, nos compétences technopédagogiques étaient très en demande. Donc, ça a enlevé un petit peu notre attention du projet pour un certain temps. Puis, il y a certains retards qu'on est toujours en train de rattraper à cause de ça. Le coût des technologies, dans notre approche de projet, on veut toujours que nos façons de faire soient pérennes, que ça ne coûte pas cher, etc., parce qu'on ne sait pas d'une année à l'autre si on sera financé. Donc, il faut que nos solutions soient à moindre coût pour qu'on puisse poursuivre nos activités, même si on n'a pas beaucoup de financement. Donc, je viens de parler de l'approche durable et pérenne. Le prototype, on a fait une midi-conférence. Kim, je crois que c'était en 2019, vers l'été, pour le REFAD, où on a présenté le prototype à ce moment-là. Oui. Puis c'était bien reçu à l'époque. Et à force de continuer à travailler sur le projet, mais on a fait un rehaussement de qualité. On a fait certains choix. Prochaine diapo, Kim. Je vais vous parler un petit peu de nos choix de production au début. Les maquettes pour le projet sont conçues par notre collègue Eric, le collègue de Kim à Trois-Rivières. C'est très facile. Et pourquoi PowerPoint? C'est parce que tous les enseignants ont accès à cette technologie-là. On ne voulait pas que les gens soient tenus d'acheter des licences pour une technologie X qui pourrait disparaître d'ici 3 ans parce que ce n'est plus le mode, mais PowerPoint, ça fait des années qu'on l'utilise. On voulait aussi assurer que la courbe d'apprentissage soit moins grande, donc on a choisi des technologies qu'on connaît beaucoup, comme Moodle. Il y a quand même certaines limitations avec l'application mobile Moodle, donc on a choisi d'utiliser plus le navigateur pour visionner le contenu. Je voulais juste vous mentionner, en PowerPoint, c'est atypique, vous allez voir dans un instant. On a vraiment fait ça en mode portrait et on vous donne la résolution de nos diapos si jamais vous voulez tenter de créer vos propres diapos pour qu'on visionne des choses sur les cellulaires. On a aussi choisi d'utiliser la technologie H5P qui est responsive, qui peut être déployée avec Moodle, WordPress, Drupal et autres. C'est quelque chose qui ajoute l'interactivité des quiz et toutes sortes de petites interactions par-dessus des vidéos qu'on peut visionner. Donc, on a choisi d'utiliser ça. C'est une technologie libre qui est disponible à moindre coût ou gratuitement, en fait. Narration, dans le prototype, on a utilisé un voix text-to-speech, un robot qui était conçu à partir d'un outil infonuagique. Moi, j'étais impressionné, mais comme je n'ai pas l'oreille que mes collègues ont, on a décidé de retourner avec des voix humaines. Donc, notre collègue Julien, qui a une super belle voix, fait la narration de nos capsules. Et c'est ça, on veut être en mesure d'explorer d'autres technologies, mais on a arrêté nos choix à ça pour l'instant. PowerPoint, Moodle, H5P. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, je vais faire un petit partage d'écran d'1 minute et 30 à peu près pour vous donner juste
un petit goût de c'est quoi qu'on a conçu ensemble. Vous avez tout le module 1 que vous pouvez, comme j'ai mentionné, aller voir sur formation.pratiquefad.ca. Vous pouvez explorer tout le contenu, mais on n'a pas le temps de présenter un très long extrait de notre contenu. Donc, je partage ça. Excuse-moi. Ça s'en vient dans pas long. Est-ce que vous voyez l'image à l'écran? Parfait. Unité 1. Définir le M-apprentissage. À la suite de cette activité, vous serez en mesure de définir le M-apprentissage et d'identifier ses principes de base. Durée estimée, 10 minutes. Avant de débuter, testez vos connaissances. Cliquez sur les énoncés qui s'appliqueraient, selon vous, au concept du M-apprentissage. Définir le micro-apprentissage. L'idée de base du micro-apprentissage et la raison pour laquelle cette forme s'applique si bien à l'utilisation des appareils mobiles repose sur une granularisation du contenu. Il s'agit de décomposer un sujet complexe en une série de sujets simples, répartis en modules, pouvant être étudiés séparément. Ces unités peuvent prendre la forme de microcapsules, d'activités pédagogiques, de contenus multimédia, etc. Cette organisation du micro-apprentissage a pour but de ne rien perdre du contenu ni de sa complexité, tout en le rendant plus accessible au public. Si un cours traditionnel est souvent divisé en chapitres, le micro-apprentissage, lui, extrait ces chapitres et cherche à en encapsuler les notions dans un format aisément partageable. Ici, on concentre l'attention sur une notion à la fois. Donc, ça vous donne une idée du contenu. Peut-être on peut revenir à la présentation, Kim. Il reste 3 minutes. Oui, on est dans nos temps, je pense. Oui. Là, il reste 3 minutes pour les questions. Oh, 3 minutes pour les questions aussi. Oui. On va aller en accéléré, Kim, si tu me permets. Oui, c'est bon. Bon, je suis content au moins, vous avez vu le contenu. Je ne vois pas le diapo, Kim. Peux-tu l'afficher? Moi, j'avais compris, Nicole, qu'on peut rester en ligne un petit peu plus après pour répondre aux questions pour les gens qui les ont. Mais on va sauter celle-là, Kim. J'ai déjà mentionné que vous pouvez vous inscrire en visitant formation.pratiquefad.ca pour votre première visite. Mais écoute, vous cliquez ici, prochaine diapo, et vous complétez un petit formulaire comme ça, et ça crée un compte automatiquement. Prochaine diapo, Kim. Pour la suite du projet, je te laisse puis le mot de la fin, Kim. Oui, en fait, c'est qu'on est en train de travailler justement sur le dépôt là, pour la suite du projet. Ce qu'on n'a pas mentionné actuellement, c'est qu'en parallèle, on avait beaucoup de discussions à savoir est-ce qu'on pourrait nous développer une appli Pratiquefad formation, donc une appli mobile qu'on pourrait vraiment déposer toutes nos formations là-dessus. On est chanceux parce que dans le OCCNB, il y a un programme en développement d'applications mobiles et on a déjà commencé des discussions avec un groupe d'étudiants. Donc, ils ont déjà commencé à faire une analyse pour le développement d'une appli Pratiquefad formation où vraiment, là, le collectif, là, on pourrait aller déposer nos formations là-dessus. Donc, c'est la suite du projet, donc en 2022. Présentement, là, dans les prochains mois, les modules finaux vont être déposés sur le Moodle. C'est la COVID, évidemment, là, comme a dit Ryan, qui nous a amené à prendre du retard sur la production de nos modules. Mais pour la prochaine année, ce qu'on veut travailler, c'est vraiment le projet étudiant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin, au printemps 2022, il y ait vraiment une appli Pratiquefad formation qui soit disponible là, via le App Store ou les autres mobiles. Merci beaucoup et l'aventure se poursuit pour nous. Bien, bravo pour tout ce que vous avez fait. D'ailleurs, les commentaires s'inscrivent dans le même sens que ce que je vous dis.
Alors, il y a deux petites questions là, qui ont été posées. Une de nature d'ordre plus technique, c'est notre collègue Jean Desjardins qui la pose. Il la pose à Ryan parce que c'est toi qui en as parlé. Au lieu de, pourquoi ne pas faire, il pose la question, pourquoi ne pas faire PowerPoint et Slide, comme Slides Carnival, par exemple? Écoute, on a eu un graphiste avec nous. On a eu cette chance-là qui a conçu nos maquettes. Mais Slides Carnival, c'est une excellente suggestion pour les personnes qui ne sont pas super bien dans l'infographie. Effectivement, on peut télécharger des gabarits. Le problème, c'est le formatage. On formate pour le portrait au lieu de horizontal. Puis la plupart des diapos dans Slides Carnival, c'est vraiment en horizontal. Ça n'empêche pas de reconfigurer un petit peu les diapos maîtres pour avoir ça portrait. Et ce qu'on a fait en PowerPoint, c'est une exportation vers MP4. Donc, c'est toutes des vidéos. Puis les vidéos, on les a mis dans Moodle avec H5P. Avec H5P, tu peux ajouter des quiz par-dessous les MP4. J'espère que ça répond. Je pense que Jean serait prêt à intervenir verbalement. Alors, Jean, ton micro est activé. Oui, en évitant un OK, je vais essayer de me gérer. Ryan, tu ne m'as pas tout à fait compris. Ce que je veux dire, c'est Slides Carnival rend disponible ses gabarits dans les deux versions. Puis ce qui est le plus gratuit entre PowerPoint et Slides, c'est Slides, en plus d'une convivialité supérieure, à mon avis. OK, maintenant je comprends mieux. Jean, merci de ton intervention. Effectivement, il y a Google Slides, mais je crois que l'inconvénient qu'on a